Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et justement, le lieu dont on va parler dans une minute conjugue ces deux engagements. Le Refettorio à Paris, c'est un restaurant ouvert aux plus démunis, dont les menus sont concoctés par des chefs avec des surplus et des invendus récupérés notamment auprès de la Banque alimentaire. Pour le débat de ce Smart Impact, on va parler mobilité décarbonée sur l'eau avec des bateaux électriques à propulsion solaire et sur la route avec des véhicules utilitaires qui roulent à de l'hydrogène vert. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les sacs de Mariana Ladrette qui sont superbes, flashy et surtout réalisés, écoutez bien, à partir de bouées d'enfants, des bouées de plage. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Julien Boer, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le co-directeur du Refettorio Paris, restaurant solidaire, gastronomique et anti-gaspi. On va reprendre ces trois piliers. D'abord, on présente un peu, il est situé où? Ça existe depuis quand? Alors, le Refettorio Paris est situé au cœur de Paris, dans le quartier de la Madeleine, et plus précisément dans l'église de la Madeleine, dans la crypte de la Madeleine. Et il existe depuis maintenant 5 ans, depuis mars 2018. C'est quoi l'idée de départ? Ça vient d'un chef italien, d'où son nom, c'est ça? Exactement. Ça vient de l'idée un peu folle de deux hommes en réalité, l'artiste JR et le chef italien Massimo Bottura. C'est quoi leur idée? Qu'est-ce que c'est le Refettorio? Le Refettorio, c'est un restaurant gastronomique solidaire qui est né donc de cette idée un peu folle. Il faut se replacer dans le contexte. On est au sortir de la crise migratoire en provenance d'Afghanistan. Et l'artiste JR se dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui fuient leur pays. Et dans le même temps, il convoque son ami, le chef italien Massimo Bottura, et lui dit, voilà, toi, avec ton expérience, et cette expérience, c'est celle en provenance d'Italie, Massimo est souvent sollicité pour organiser des dîners de gala, mais en même temps, il se dit, moi, je veux bien organiser des dîners de gala avec des mets d'exception, mais dans la rue, vivent, dorment et se nourrissent comme ils peuvent des personnes, des hommes, des femmes et des enfants. On jette de la nourriture, et moi, ça, c'est plus possible. Donc, je veux bien organiser des dîners de gala, mais il faut que ça puisse profiter aussi à ces personnes-là, et qu'on arrête de gaspiller cette nourriture-là. Donc, il sait que ça a fonctionné en Italie, parce a été créé le premier Refettorio. Et il convoque, comme je le disais, cet ami italien, et il lui dit, on va essayer de faire quelque chose en France qui pourrait prendre cette forme-là. D'accord. Et donc, alors, on va reprendre ce principe. Moi, j'ai eu la chance d'y servir un soir. Donc, il y a cette logique de bénévolat, déjà. Vous accueillez beaucoup de bénévoles tous les soirs, soit en cuisine, soit en salle, c'est ça? C'est exactement ça. C'est vraiment l'un des piliers du Refettorio. C'est une chance et une force inestimable que l'on a. On a entre environ 8000 bénévoles qui sont inscrits sur notre plateforme. Donc on a, je me répète, mais c'est une chance et une force inestimable parce que on peut compter sur elles et sur eux. Et tous les soirs en salle, on a 14 bénévoles et en cuisine, 5 bénévoles. Il faut imaginer qu'à la sortie de leur travail respectif, ils viennent servir en cuisine de 15h à 21h, en salle de 17h30, vous le disiez, vous l'avez vu, vous l'avez expérimenté jusqu'à 21h. Et ils viennent donner de leur temps, ils viennent donner de leur énergie et de leur générosité. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que il y a des consignes. Moi, je n'avais jamais servi dans un restaurant. Et vous dites qu'il faut servir les invités, et puis on va les présenter dans un instant, ces invités. Voilà, comme dans un resto gastronomique, quoi. Il faut vraiment faire de cette soirée un jour particulier. Exactement. On n'est pas là pour rigoler, mais on est là en revanche pour garder le sourire. Donc c'est une fine limite où, et là je reprends les mots de mon président fondateur JR, il faut que chaque soir soit une fête pour nos invités. Alors on va revenir à nos invités, mais il faut faire en sorte que, oublier nos problèmes de la journée, les vôtres, les miens, et faire en sorte que les problèmes de la journée de nos invités soient laissés de côté et les servir à table dans les meilleures conditions de dignité possibles. Alors, qui sont-ils? Sont des personnes en difficulté, des sans-abri, des personnes démunies. Comment, je sais que vous passez par des associations, comment ça se passe en fait? On passe par 360 associations, les plus grandes de la place de Paris et d'Île-de-France en règle générale. Nous ne sommes pas, nous, travailleurs sociaux, nous ne sommes pas associations capables d'orienter ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on passe par ces associations qui font un travail extraordinaire et il faut les saluer. Nous sommes l'écrin qui va recevoir ces personnes qui sont des femmes, des enfants
et des hommes. On reçoit 75 invités en moyenne par soir. On les appelle chez nous des invités. Ce ne sont pas des bénéficiaires, ce ne sont pas des clients, ce sont des invités. Et on est le seul lieu de distribution solidaire de repas, certes à vocation gastronomique, mais qui reçoit 45% de femmes. Ça veut dire c'est important de le dire. C'est très important. Ça veut dire qu'on est un lieu, alors en bon français, une safe place. Un lieu sûr où les femmes et les enfants peuvent être, et évidemment les hommes, peuvent être reçus, servis à table et évidemment avoir un dîner gastronomique dans des conditions sûres. Et ces femmes, ces hommes et ces enfants ont comme particularité, comme trait commun, d'être en situation de précarité et d'exclusion sociale. Ça veut dire quoi? Ça recouvre différentes formes. Vous avez des étudiants, vous avez des retraités, vous avez des populations réfugiées, vous avez des travailleurs pauvres, on en a beaucoup, vous avez des migrants. Voilà, vous avez un nombre de personnes. En fait, ça recouvre toutes les formes de population, toutes les formes de pauvreté. Mais alors, certes, il y a la question de l'argent, mais il y a aussi l'isolement. Un retraité peut avoir des minima sociaux, un étudiant peut continuer à étudier, mais il est seul, elle est seule. Et l'exclusion aujourd'hui, c'est aussi la solitude. Et il vient au restaurant, il vient chez nous aussi pour croiser tout d'un coup un alter ego, pour tout simplement croiser un sourire, croiser un bonjour. Je voudrais qu'on parle de l'aspect anti-gaspi, parce que la nourriture, je parlais dans les titres de la banque alimentaire, c'est pas la seule solution, c'est l'une des solutions. D'où elle vient, cette nourriture? Alors la nourriture, elle est, en aucun cas elle est achetée. Elle provient des surplus et des invendus alimentaires. Vous l'avez dit, elle provient des banques alimentaires d'Île-de-France, c'est la BAPIF qui fait un travail extraordinaire. Elle provient aussi de grossistes alimentaires, elle vient d'épiceries fines qui, encore une fois, nous reversent les invendus et les surplus. Et elle provient, et je veux le saluer parce qu'ils font un travail fantastique et dans un climat qui est un peu anxiogène, qui est un peu pessimiste à l'heure actuelle, il faut saluer cet élan de générosité de petits producteurs et de petites productrices qui nous réservent une partie de leur production et qui se disent, voilà, évidemment, moi je produis pour gagner ma vie, pour faire tourner une entreprise, mais je considère qu'il y a une petite partie de ma production que je peux aussi allouer à la philanthropie, à la générosité. Donc ce sont des agriculteurs, des agricultrices. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Des fermes, la ferme du Perche, des producteurs de micro-pousses, des producteurs d'huile d'olive qui vont allouer une partie de cette production pour le réfectoire en se disant, il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Et ça, il faut le saluer. On a aussi des chefs invités. C'est l'un des piliers du réfectoire. Alors ça, j'allais en parler, le côté gastronomique. Parce que qui viennent avec leurs produits. Alors, ils viennent aussi, oui, parfois avec leurs produits, pas systématiquement. Mais il y a quand même un sacré défi aussi pour les chefs. C'est-à-dire que la nourriture, par définition, elle varie en fonction de ce que les banques alimentaires peuvent vous proposer. Donc, ça peut être des chefs étoilés, multi-étoilés qui viennent, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est comme vous et moi le dimanche soir quand on ouvre son frigo. Alors, on n'est pas étoilé, oui, mais moi, je me mets pas fourneau. Mais en tout cas, on ouvre son frigo et on se rend compte qu'il nous reste un yaourt, une feuille de salade et puis un camembert. Et il va falloir composer un menu avec ça, alors pour une ou plusieurs personnes. Et nous, c'est ça tous les jours. Il faut composer. Alors, quand je dis nous, c'est l'équipe en cuisine, Blandine Paris, Marine Beleg et notre commis plongeur Ibrahima Diallo. Il faut composer un menu avec ce qu'il y a dans le frigo et en fonction des dates limites de consommation, les DLC, et il faut arriver à, avec les codes de la gastronomie, à présenter amuse-bouche, entrée, plat, dessert et mignardise. Et c'est un grand défi pour les chefs invités. Vous l'avez dit, ils sont très souvent étoilés, voire multi-étoilés, éco-certifiés. En tout cas, je dirais que leur trait commun, c'est d'avoir cette appétence pour la solidarité et de considérer la gastronomie comme un élément de partage. On n'a jamais eu, en tout cas à ma connaissance, de chef qui ne considère pas la gastronomie comme un élément de partage. Alors c'est vrai qu'ils arrivent devant le frigo, ils se disent... Waouh, c'est un petit stress, quoi. C'est un petit stress. Et la veille, ils sont en train souvent d'envoyer des SMS à notre chef résidente pour lui dire bon, je peux avoir l'état du frigo parce que là, il faut que j'arrive à composer. Quoi. Il faut que j'arrive à inventer, effectivement, et à préparer pour 70 ou 75 invités en moyenne. 75 invités en moyenne. Il y a aussi une dimension artistique et culturelle dans votre association, ce qui est assez logique avec un artiste comme JR qui a participé à sa création. Par exemple,
exemple, la salle de restaurant, elle a été redécorée. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension Bien culturelle? sûr, c'est un des piliers très importants du réfectorio. Disons qu'il y a eu 2 temps. Il y a eu un premier temps dans le réfectorio où il a fallu, ou en tout cas le réfectorio Paris s'est construit comme un restaurant à vocation gastronomique dans un paysage de distribution solidaire de repas. Et ça a été une véritable révolution. Puis le réfectorio, je dirais depuis 1 an et demi, s'est construit comme un restaurant gastronomique solidaire dans une offre culturelle et artistique. Et c'est évidemment sous l'impulsion d'un de nos présidents fondateurs, l'Artigière. Mais lorsque vous pénétrez dans la crypte de la Madeleine, qui est déjà un monument historique, vous pénétrez sous les arches de 2 architectes, Rami Fischer et Nicolas Delon, vous pénétrez sous les nuages de l'Artigière, vous avez les œuvres de Prune Nourri, et ne serait-ce que le service à table à vocation gastronomique, c'est pas vous n'êtes pas asservi, selon l'expression consacrée, au cul du camion ou sous une soupe populaire, vous êtes vraiment servi à table. Donc on épouse les codes de la gastronomie, les codes esthétiques de la gastronomie. Notre devise, c'est le beau et le bon. Et l'esthétique, l'art, c'est très important pour nous. Et je voudrais terminer, alors il y a aussi des visites de musées, etc. Mais je voudrais quand même qu'on dise un mot des bonnes fées, des entreprises partenaires, parce qu'il y en a, je sais qu'il y a Voyageurs du Monde, mais il y en a d'autres, et c'est important de les citer. Tout à fait. Ces entreprises qui nous permettent aussi d'inviter ces hommes, ces femmes et ces enfants dans les sorties culturelles. On a plusieurs fondations, 5 ou 6 qui nous accompagnent depuis le début. Vous les avez cités, Voyageurs du Monde à travers Insolite Bâtisseur. On a la Fondation Carrefour. On a Salesforce qui nous accompagne depuis le début, qui est un partenaire de poids et qu'il faut saluer. La Fondation Accor, la Fondation Matmut. J'en oublie sans doute, en tout cas elles sont présentes sur notre site web. Et sans elles et sans eux et sans cette générosité, on ne pourrait pas exister. Voilà, et sur votre site web, refectorio.fr, j'imagine. Refectorioparis.com, exactement. Refectorioparis.com. On peut s'inscrire aussi si vous voulez faire partie des bénévoles qui, soit en cuisine, soit en salle, participent à la belle aventure du Refectorio. Merci beaucoup. Merci à vous. Julien Boer d'être venu nous raconter ça. Bon vent, évidemment, au Refectorio. On passe à notre débat mobilité décarbonée au programme. Deux solutions de mobilité décarbonée à découvrir dans ce débat avec mes invités, mes différents. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le directeur d'exploitation d'Ivia et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Thomas Serré, le PDG d'Ibaya Boat. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Mes différents, Bonjour, Ivia, merci. c'est une co-entreprise qui a été créée par le groupe Renault et par Plug Power. Plug Power, c'est un, on va dire, leader mondial de l'hydrogène et des piles à combustible. Donc vous, c'est de l'hydrogène vert. Tout à fait. Alors c'est quoi? Alors l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est produit de façon décarbonée. L'objectif, c'est d'avoir une énergie pour la mobilité, un carburant qui ne contienne pas ou très peu de carbone, très peu de CO2 dans toutes les problématiques actuelles de réchauffement climatique, d'émissions de CO2. Donc on a une solution qui est complètement intégrée, qui va du véhicule à la pile à combustible, qui est l'objet finalement au cœur du sujet de Ivia, qui est la propulsion par hydrogène. Donc on produit de l'électricité à bord du véhicule à partir d'une pile à combustible. Et on va même fabriquer notre carburant, puisque sur le site de Flins, on est en train de démarrer la production d'hydrogène vert à partir d'un électrolyseur. Donc l'électrolyseur, c'est la mini-usine. Vous venez de l'installer en plus. On vient de l'installer, ça fait une quinzaine de jours. Donc là, on est très excités par ce projet. C'est un projet au long cours qui est en train d'être déployé grâce aux forces de Plug Power et de Renault, nos deux actionnaires, et qui va nous permettre d'être autonomes dans nos besoins de consommation quotidienne d'hydrogène, puisque à l'usine, à Flins, nous avons une usine pilote qui fonctionne depuis un peu plus d'1 an maintenant et qui fabrique des piles à combustible. Quand on arrive en fin de fabrication, on a besoin de tester la pile pour savoir si elle fonctionne, et donc pour ça, il faut consommer de l'hydrogène. Et donc on va, grâce à cet électrolyseur, être capable d'alimenter le bâtiment et donc de subvenir à nos propres besoins. Et avec tout le reste, puisque l'électrolyseur est une mini-usine qui fabrique beaucoup d'hydrogène, on va être capable de nourrir nos clients dans différents points d'avitaillement, des stations de recharge que Ivia développe également avec des partenaires, et qui permettent à nos clients qui vont rouler en hydrogène de s'avitailler de façon complètement sereine en dérisquant la présence ou pas du carburant pour se recharger. Alors on y reviendra évidemment en détail, mais je me tourne tout de suite vers Thomas Serré. Alors je le disais en titre, on est sur la route donc avec Ivia et on est sur l'eau avec Ibaya Boat. Donc vous êtes basé sur le bassin d'Arcachon. C'est quoi Ibaya Boat ?
Alors, Yayaboat, c'est un chantier naval où on se focalise sur la construction à faible impact environnemental. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne de la construction et de l'usage du bateau pour réduire l'impact environnemental des bateaux. Ça passe par des matériaux biosourcés ou recyclables pour la construction. Ça passe par de la propulsion solaire et la passerelle est très bien avec l'hydrogène parce que ça passera aussi à l'avenir par de la propulsion hydrogène. Voilà, on a énormément de sources. Aujourd'hui, on a 2 bateaux en construction qui sont des bateaux où on a réfléchi toute la chaîne de A à Z pour impacter le moins possible sur notre environnement, aussi bien à la construction qu'à l'usage. Alors, c'est de la propulsion solaire. C'est particulièrement adapté au transport fluvial. Expliquez-nous pourquoi. Alors aujourd'hui, on se focalise exclusivement sur le transport fluvial parce que l'énergie solaire ne permet pas d'apporter suffisamment de puissance et d'énergie pour avoir une autonomie en maritime. On est des ingénieurs, donc on fait aussi des calculs de bateaux électriques dans le maritime, mais ils ne sont pas 100% solaires. Sur le fluvial, on a des vitesses beaucoup plus lentes. Donc c'est vraiment de la mobilité douce et cette basse vitesse nous permet d'être 100% autonome au solaire. Médiférent, cet électrolyseur, donc il est en phase de test encore, et donc vous nous l'avez dit, ça va servir aussi à alimenter des stations-service, parce que pour bien comprendre, le modèle IVIA, c'est un modèle assez global en fait dans sa conception, dans son concept. C'est ça, en fait, on est sur une chaîne de valeur intégrée. Ouais. Donc on dit la chaîne vraiment de A à Z, où on a le véhicule, mais on a aussi les stations d'avitaillement, on a le carburant hydrogène vert dont on a parlé tout à l'heure, et puis on a aussi toute une offre de services, à la fois financiers pour acquérir ou louer les voitures, et aussi des services de maintenance et d'après-vente. C'est aussi très important pour rassurer nos clients. Mais ces stations, elles existent déjà, parce que c'est évidemment l'enjeu majeur. Il y a déjà, moi j'ai regardé les photos en préparant l'émission, il y a les véhicules utilitaires, ça ils existent déjà. C'est quoi? C'est des Renault Master? Il y a une gamme déjà de véhicules? Alors en effet, depuis la fin de l'année dernière, finalement depuis le mondial de l'auto où on a fait l'annonce, donc on a mis au niveau européen le lancement du Renault Master H2 Tech. Donc c'est un Renault Master qui est électrique de base, sur lequel on rajoute la technologie hydrogène. Et donc ça permet de répondre en fait aux cas d'usage intensifs, les cas les plus gourmands en énergie, ceux qui vont faire le plus de kilomètres ou qui vont utiliser leur véhicule le plus d'heures par jour. Et donc l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on est toujours sur du zéro émission. Donc on a un véhicule qui ne pollue pas du tout. Il n'y a aucune émission à part de l'eau et de la vapeur d'eau. Par contre, on a beaucoup d'énergie à bord et donc cette énergie, c'est de l'usage intensif pour nos clients. Et par exemple, par rapport au véhicule batterie équivalent, c'est à peu près 2 fois plus d'utilisation possible du véhicule. Ok, donc on voit bien l'intérêt, sauf qu'il faut pouvoir s'avitailler, comme vous dites. Il faut une station-service ou une station d'avitaillement. Donc le maillage, il n'est pas encore très important. Il faut être clair. Le maillage, alors en France, on a quand même la chance parce qu'on est dans un des 2 ou 3 pays pionniers en Europe sur le déploiement des infrastructures hydrogène. Il y a notamment des sociétés qui développent des stations d'hydrogène françaises. Il y a des initiatives en Ile-de-France, il y a des initiatives en Rhône-Alpes, un peu partout. L'Allemagne est également très active sur le déploiement de l'infrastructure. Il y en a un petit peu aux Pays-Bas. Et puis le reste de l'Europe, objectivement, aujourd'hui, c'est très faible. On ne trouve pas de stations d'hydrogène ou très peu. Donc notre sujet pour démarrer notre activité sur les véhicules, ça a été aussi d'apporter la brique station, de façon à pouvoir faire une offre intégrée à nos clients et à leur dire, mais vous avez un besoin de véhicules décarbonés, parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous utilisez un Renault Master diesel. Demain, avec les ZFE, avec les projets européens de décarbonation, vous n'allez plus pouvoir utiliser aussi simplement votre véhicule diesel. Donc on vous propose un véhicule hydrogène, mais comme cette technologie est nouvelle, il n'y a pas encore d'infrastructure très développée, donc on vous apporte aussi une solution de recharge que vous pouvez installer sur votre site ou un accès à un de nos partenaires qui se trouve dans le territoire d'exploitation. D'accord, et donc c'est là qu'on est vraiment dans la solution intégrée. Thomas Serré, ils sont placés où vos panneaux solaires? On a vu quelques photos des bateaux en dessin ou en cours de construction. Ils sont j'imagine, sur le toit du bateau, c'est ça? Alors oui, en fait, quasiment l'intégralité des toits sont recouverts de panneaux solaires. On garde des petits accès pour des terrasses, mais oui, on recouvre énormément de panneaux solaires, tout sur le toit, parce que c'est là qu'on a les meilleures efficacités, bien sûr. Est-ce qu'on peut, alors c'est pas le cas, c'est plutôt des bateaux habitables d'ailleurs sur lesquels on peut habiter à l'année, mais est-ce qu'on peut imaginer des péniches de transport de fret qui seraient propulsées à l'énergie solaire, ou est-ce que c'est trop lourd une péniche? Alors, c'est pas forcément le facteur poids qui va être le plus gênant, parce que plus il est lourd, plus il est gros, plus on a de la surface aussi pour mettre des panneaux solaires. Et puis, on a une multitude d'énergies, donc on pourrait très bien imaginer du solaire mélangé avec de l'hydrogène. Enfin, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché. Le facteur, par contre, qui va être peut-être plus dimensionnant, ça va être le facteur de temps d'utilisation à la journée.
C'est assez compliqué de rendre un bateau autonome au solaire sur toute une journée entière. Ouais. Voilà. On calcule pour certaines heures d'utilisation par jour. On sait les rendre autonomes pour quelques heures de navigation, mais pas encore pour une utilisation professionnelle où les gens vont naviguer 10 heures par jour. Je voudrais revenir sur l'éco-conception de vos bateaux. Alors notamment, je crois qu'il y a un bateau qui s'appelle le Coche. Donc, c'est quoi les choix de matériaux que vous avez faits? Alors, le Coche, c'est un bateau qui est tout en ossature bois. Donc, contrairement à la construction nautique d'habitude, on utilise énormément de résine, énormément de fibres de verre qu'on ne sait pas recycler. Là, tout l'habitat est en ossature bois. Aujourd'hui, on utilise encore un petit peu de résine parce qu'on n'a pas toutes les solutions qui sont mises en place, mais à l'avenir, on a l'intention d'utiliser du polyéthylène, qui est une matière qui est 100% recyclable et a très faible impact lors de la fabrication. Donc, on utilise quasiment que des matériaux recyclables. En tout cas, c'est l'objectif à terme. Aujourd'hui, on n'est pas encore à 100% sur nos objectifs, mais c'est l'objectif à terme de n'avoir que des matériaux recyclables, oui. Et donc, pour vos clients, quels usages ils peuvent faire de vos bateaux? Alors, ce sont des bateaux qui ont divers usages. Ce sont des bateaux, comme vous dites, habitation. Donc, on peut imaginer tous les usages de l'habitat normaux, c'est-à-dire qu'on a des clients particuliers qui l'achètent pour vivre dessus à l'année ou pour faire une résidence secondaire. On a également des clients qui l'achètent pour faire du locatif et un investissement financier, que ce soit un particulier qui va juste en louer un ou un professionnel qui va faire une flotte de 10 ou 15 bateaux. Et on a aussi, aujourd'hui, on a des clients qui veulent faire du petit transport de passagers. Donc, on propose aussi pas que de l'habitat, on propose aussi des transports de passagers. Et dans l'année, on va développer aussi une gamme d'habitats flottants, donc cette fois-ci non navigants, qui seront comme des écologes, basés sur les mêmes principes d'autonomie, avec toute l'autonomie solaire et peu d'impact environnemental à l'usage. Médiférent, merci beaucoup Thomas Serré. Médiférent, je termine avec vous pour donner peut-être la dimension européenne du projet IVIA. Alors je ne sais plus quel est le terme exact, projet d'intérêt européen. Je sais plus voilà, quel est un IPCEI ou un PIEC selon qu'on le dit en français ou en anglais. Donc en fait, c'est les projets européens qui ont été sélectionnés par la Commission européenne. Donc c'est un processus qui a été assez long de plusieurs mois. Et à l'issue de ce processus de tamisage, les projets ont été sélectionnés pour bénéficier de subventions. Donc nous, on a été très contents à l'automne dernier de recevoir la notification formelle de la Commission européenne à travers aussi les pouvoirs publics français, puisque notamment le ministère de l'économie supporte notre initiative. Donc ça va être un accélérateur phénoménal pour nous de nos capacités de développement et de déploiement. Ça va se traduire concrètement par de l'embauche d'ingénieurs qui font de la R&D pour préparer les futures générations de véhicules à hydrogène. Et puis enfin, ça va aussi permettre de développer notre propre usine de production à l'échelle industrielle. Donc on parle d'une gigafactory de piles à combustible qui sera installée sur le site de Flins et qui va nous permettre de passer à l'échelle. Et donc ça a un effet vertueux, c'est qu'on va pouvoir produire plus d'objets, qui sont des objets vertueux aussi en termes d'empreinte carbone, comme le disait tout à l'heure la personne sur les bateaux. Et puis ça va nous permettre aussi de baisser les coûts, puisqu'un des sujets aujourd'hui avec la technologie hydrogène, c'est que c'est une technologie encore novatrice, qui n'a pas eu toute la courbe d'apprentissage des moteurs thermiques pendant plus d'un siècle. Et donc c'est une technologie qui est encore plus chère aujourd'hui que les moteurs diesel, pour ne pas les citer. Donc la mise à l'échelle industrielle grâce au projet européen d'IPCEI va nous permettre d'accélérer industriellement et donc de devenir plus vite compétitif face aux alternatives thermiques. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, belle idée signée Marianne Aladret. Si les bouées de plage de vos enfants devenaient des sacs haut de gamme. Bonjour Marianne Aladret, bienvenue. Bonjour. Vous êtes styliste, designer de mode basée à Paris, fondatrice de la marque qui porte votre nom. Comment est née cette idée assez géniale, un peu dingue, d'utiliser des bouées de plage comme matière première ? Alors en fait, je viens du Sud et j'ai beaucoup passé mon enfance à la plage. Et puis il y a 1 an et demi, 2 ans presque, j'ai vu pour la première fois, mon cerveau a réalisé qu'il y avait une bouée dans une poubelle et je me suis dit ça pourrait être pas mal quand même pour des sacs, c'est waterproof, c'est coloré et tout, mais c'est du plastique quand même. Et après j'ai découvert que c'était pas recyclable comme matière, c'est du PVC fabriqué très loin, etc. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être la bonne façon de réutiliser un matériau
comme ça. Et de donner à cette matière non recyclable une seconde vie. Mais alors, vous la trouvez où, cette matière première? Parce que vous ne faites pas les poubelles des plages du Sud, donc comment vous fournissez? Alors, par plein de biais différents. Donc, dans le Sud, j'ai un gros réseau maintenant qui me récupère leurs bouées qui sont crevées, etc. Donc, je les ramène à Paris, etc. Après, je vais aussi en prendre en vintage, donc sur Le Bon Coin, sur Vinted, un peu partout, mais que de la deuxième main, parce que c'est vraiment... aligné à l'intérieur. Et après, maintenant, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai beaucoup de messages sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de gens qui oh, bonjour, notre crocodile est mort cet été, on aimerait lui donner une deuxième vie, est-ce que ça vous intéresse? Donc ça commence à prendre assez... Et est-ce qu'il y a des partenaires un peu plus industriels ou institutionnels? Et là, on est en train de commencer à mettre en place des partenariats avec des marques de fabricants de bouées et aussi des magasins de revente qui vendent du matériel de jardin, etc. et qui voudraient faire des opérations de récupérage de bouées. D'accord, ok. Crevées, alors, vous donnez, on l'a bien compris, une seconde vie à ces bouées de plage qui deviennent des sacs haut de gamme. On va avoir des photos de vos sacs qui sont, qui reprennent les couleurs des bouées, qui sont flashy, qui sont vraiment magnifiques. C'est de l'artisanat. Ça vous demande combien d'heures de travail chaque sac? J'imagine que ça dépend de la complexité, de la taille, etc. Mais ça vous demande combien d'heures de travail? Ça demande entre 19 et 25 ou plus d'heures, en fait, parce que chaque pièce est unique. En fait, on récupère les bouées, on les nettoie, on les découpe, on les repasse. Ça prend un Ça se repasse? On les repasse avec des couches de tissu entre, donc pour pas que ça colle au fer, etc. Et puis il faut la bonne température pour pas que ça brûle, pour pas que ça... Enfin voilà. Et après, on fait de la composition avec les bouées. Donc chaque pièce est unique. Donc on va placer le patronage, on va créer des motifs et des motifs uniques en fait pour recréer de la matière. Et après, toute la confection du sac et des cordes qui sont nouées, tressées. La dernière collection, elle se nomme Thétis. Oui. C'est pas un hasard, c'est pourquoi ce nom? Thétis, c'est une déesse archaïque grecque. En fait, je suis très inspirée par la mythologie grecque. Ouais. Je suis moitié chypriote et j'imagine que ça aide un petit peu aussi à être inspirée de là-bas. Et en fait, c'est une divinité marine qui est de la fécondité de la mer et je trouvais ça très beau en fait d'avoir les bouées, le plastique, Comment c'est quoi votre mode de distribution? On les trouve comment, vos sacs? Sur mon site internet. Et là, on travaille aussi on fait des partenariats avec des grands magasins. D'accord. Avec ce qu'on appelle des pop-up ou des expositions, ou des moments de vente un peu temporaires. Il y a aussi, je voudrais qu'on termine là-dessus, il nous reste un peu plus d'une minute. Vous avez créé un canapé crocodile, j'adore l'idée. Vous pouvez nous le décrire, ce canapé crocodile? Pour l'année dernière, on avait été invités pour la Paris Design Week aux Galeries Lafayette Champs-Élysées. Et j'avais une carte blanche et je voulais recouvrir un canapé qu'ils avaient en fait de crocodile. Voilà, donc c'était un canapé crocodile fait de 35 crocodiles qu'on a chassés, découpés et tout ça. Et voilà. Et il y a d'autres projets, soit à base de bouée, soit à base d'autres matières à recycler, parce que l'imagination, elle peut s'enflammer à partir de matières la différentes. mienne, surtout, elle est très... J'ai beaucoup de matières différentes et j'ai toujours travaillé le textile aussi, mais que le textile en fin de stock, que je rachète, qui est neuf, mais auquel je redonne une deuxième vie pour toute ma collection prêt-à-porter. Et après, j'ai plein d'idées de nouvelles matières à recréer, de la corde, etc. Et à découvrir sur votre site, Mariana Ladré. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Très rapidement, je remercie Louise Perrin, Marie Billa, Angèle Jean-Girard et Alexis Oustabassidis. Salut à toutes et à tous.